Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision sans frontières. Okay, you can rest, sit. 26 août, à bord du Bourbon Argos, l'un des 3 bateaux de sauvetage en mer de MSF. 800 personnes sont ici, résultat de 2 opérations de sauvetage menées cette même journée. Ils sont syriens, ivoiriens ou encore maliens. En un peu plus de 3 mois, les équipes de MSF ont sauvé 11 482 personnes. La plupart de ces sauvetages ont lieu au large des côtes libyennes. Sur les 300 000 personnes qui ont traversé la Méditerranée cette année, 200 000 sont arrivées en Grèce. Mesdames et messieurs, Sohael Reich. Sohael, votre employeur a du culot. Engager des médecins qui n'ont pas de frontières dans un monde qui n'arrête pas d'en ériger, il faut savoir ne pas chipoter sur les mots. Né d'un père libanais et d'une mère française, les frontières, ça vous connaît. Au Liban, vous y passez 7 ans. C'est plus que la durée moyenne d'une relation amoureuse, mais pas suffisant pour y créer des liens. Vous fuyez le pays sous le bras de vos parents à la manière de ceux qui font tristement l'actualité ces dernières semaines. Sur un bateau, en pleine nuit et la peur au ventre. Ceci expliquant certainement cela, c'est à 27 ans déjà que vous empoignez votre engagement pour votre prochain dans des missions pour MSF en Ouganda, au Soudan, en Indonésie, en Guinée, au Burundi ou encore en Birmanie. Vous avalez les kilomètres tout en digérant les faiblesses du monde et le mot mission n'est pas anodin puisque les risques pris par des types dans votre genre dépassent largement ceux que James Bond accepte avec des doublures pour les cascades et des costards pour la drague. Fatigué d'avoir l'horreur de la guerre en premier plan dans les pupilles, vous décidez de revenir à Genève pour diriger ces missions avec l'incomparable expérience gravée à jamais dans votre mémoire. Au programme, Niger, Centrafrique et plus récemment les réfugiés qui affluent en Europe avec la même peur au ventre qui a été la vôtre. Bref, vous avez la gueule de l'emploi, comme on dit. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Bien, vous allez Bienvenue. bien? Bonsoir. Très bien, merci. Bon alors, Fred vous a... C'est la première personne qui nous serre la main, Ouais, quand même. Hein. parce qu'il est Incroyable. médecin sans Quelle frontières. politesse. Fred vous a bien cerné. Tout à fait. Et je m'occupe aussi du Congo. Donc ça... Alors évidemment, si j'avais dû tout dire, on serait encore là. Moi, j'aurais plus de salive, hein, mais j'essaye de résumer au mieux. Non, vous avez très bien résumé. Ouais. Et ce qui est important dans ce parcours, c'est que vous avez fui, vous l'avez dit, dans les années 70, Oui, tout à fait. La guerre, pour vous retrouver en France. Mm-hmm. Et c'est ce qui vous touche aujourd'hui aussi dans cette crise actuelle? Oui, j'arrive à me projeter par rapport à ces populations, par rapport aux images que j'ai pu voir, que j'ai vues à la télé, mais aussi sur le terrain, parce que j'ai été en Autriche récemment. Et voilà, donc ça me touche beaucoup et ça m'a beaucoup marqué, quoi. Alors les hommes de Médecins sans frontières, depuis ici, on a l'impression que c'est des gens impersonnels. Ils sont juste là en mission. Moi, je suis allé fouiller votre profil Facebook pour donner un tout petit peu d'humanité au rôle. Et on voit que vous êtes quelqu'un comme tout le monde, finalement, droit dans le mur. Ce soir, je me prends le mur de Sohael Reich. Sur Facebook, vous avez beaucoup plus d'amis que dans la vraie vie, à savoir 391. Vous aimez les bains des paquis, la musique jamaïcaine, Pamela Anderson, la pizza, les portes du soleil, le vin vignon et Alizé. Vous faites du ski et du ski. Vous en faites faire aux enfants, mais dans votre salon, et vos chutes sont plutôt originales. Vous savez en permanence où vous êtes, vous mangez des saucisses bizarres mais de qualité danoise, vous cherchez des marabouts à scier et vous n'êtes pas difficile à surprendre. Quand vous partez en Autriche, vous le dites en anglais, vos rêves sont accessibles et caloriques, l'émission MSF ne vous empêche pas de prendre du bon temps sur les plages, vous vous réjouissez de la retraite et quand il faut fêter Noël, c'est avec Céline Dion. So this is Christmas, and what have you done? Alors là, je vous remercie pas. Hein. Pour Céline Dion, je vous remercie pas. J'aurais pas dû vous laisser rentrer sur mon Facebook. Je suis tombé là-dessus, je l'ai encore dans la tête. Je pense qu'on va la voir toute la soirée. Je vous remercie. Heureusement, parce que j'ai voulu mettre Serge Lama ce matin, donc... Ah, ça m'aurait presque... Céline Dion, franchement, puis pour Noël, quoi. Michel, vous avez quand même le temps, alors à côté de toutes ces missions, d'avoir une famille, de vivre une vie normale.
Ou est-ce que lorsqu'on s'engage pour une ONG du type de MSF, Bon, après, c'est une grande famille. Hein, donc, j'ai rencontré ma femme en Guinée. On a eu notre premier enfant en Ouganda et le deuxième en Birmanie. Donc, on va dire c'est une vocation et on le fait en famille. Quoi. Moi, j'entends que Céline Dion, hein, je suis désolé. il est Je vais perturbé. partir du plateau tellement de... En plus pour Noël. Et les enfants, alors comment ils le vivent? Parce que quand vous partez en mission, c'est quand même pas toujours safe. Ils sont angoissés par rapport à ça? Ah, du tout. Et en fait, ce qui est super sympa de leur part, c'est qu'à chaque fois que je bouge, donc là, récemment, j'ai été au Congo, ils m'ont fait un petit sac avec plein de petits jouets à donner aux enfants. Donc, bon, je suspecte qu'ils essaient de se débarrasser de leurs vieux jouets pour en avoir des nouveaux, mais bon, en tout cas, l'intention est pas mal. Après, c'est vrai que voilà, ils voient un peu tous les Africains, bon, ils ont 5 et 8 ans, donc tous les Africains sont pauvres ou sont réfugiés, et tous les Syriens sont des réfugiés. Donc, mais il y a on ne va pas dire une certaine empathie, mais ils commencent à comprendre. Après, Du coup, c'est ça, vous leur expliquez peut-être un peu mieux et un peu plus souvent que l'enfant normal, quoi, en guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont... Est-ce qu'on fait attention? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas en dire trop? Parce qu'ils n'ont pas besoin peut-être de trop savoir, mais quand même essayer de montrer ce que fait papa. Bah, j'ai essayé de leur expliquer pourquoi les gens y partaient. Et justement, c'est un peu aussi l'idée de cette émission. Mais pourquoi les gens y partaient de Syrie? Parce qu'ils voyaient simplement des débats dans les médias, en tout cas à la télévision. Ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi les gens bougeaient. Donc je leur ai montré des photos et des images de Kobané, évidemment sans montrer les morts. J'ai quand même, à la fin de l'explication, j'ai montré l'enfant Elan, le petit Elan, qui était sur la plage. Ils ont compris parce qu'on leur a expliqué. Et ils m'ont dit simplement, mais pourquoi les gens, pourquoi on n'organise pas des bateaux pour les amener, pourquoi on ne leur donne pas des gilets de sauvetage? Donc c'était des questions complètement naïves qu'on n'arrive pas, nous, adultes, à gérer aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. Après, comme vous dites, il faut aussi les protéger parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir tout ça, quoi. Alors MSF, c'est le cœur de votre vie, mais c'est aussi le cœur de notre discussion dans le blabla. Compte tenu du magnifique travail que vous faites au sein de MSF et de l'admirable boulot fait par les gens de MSF en général, mais vu aussi l'ampleur de la tâche, je me demande, est-ce que vous trouvez tous les matins l'énergie et le courage de recommencer quand vous vous levez? La question de Nicolas Vadimov qu'on a reçu hier, hein, qui est lui un cinéaste réalisateur très engagé. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir le courage le matin quand on se lève, avec tout ce qu'on voit, toutes les horreurs que l'on voit? Pour moi, c'est même pas une question de courage. Pour moi, c'est ça qui me fait lever tous les matins. C'est ça qui... Et en me regardant, je dis, OK, au moins, si j'ai fait quelque chose dans ma vie, je pense que si je me retourne quand j'aurai 80 ou 90 ou 100 ans sur ma vie, je pourrais être fier de ce que j'ai fait, quoi. Et c'est ça qui est important. C'est dire, au moins, j'ai donné du sens. Et comme j'expliquais à un moment, j'ai commencé à travailler dans le pétrole au Nigeria. Et j'ai voulu arrêter parce que ce que je voyais était indécent et le comportement des expatriés, l'argent qui était là, toute cette gestion, finalement tout cet impact qu'il y avait sur cette population. Et je me dis comment je peux faire pour aider les gens, mais aussi en aidant, en donnant un sens à ma vie, en voyageant aussi. Donc finalement, je m'y retrouve et donc c'est simplement pas une question de courage, c'est me dire j'aurais pas envie de travailler. Alors peut-être, c'est pas, je vais peut-être pas me faire des amis, mais travailler à la caisse à Migros, ça serait pas, ça m'exciterait pas trop, quoi. Désolé, hein. Mais on en parlait en fait juste avant l'émission, c'est aussi au-delà de se lever le matin, c'est de voir que finalement on est globalement le sparadrap qui vient aider, qui vient soigner, mais ça ne change pas forcément les choses tout de suite, ça met du temps. Est-ce qu'on perd, alors on se lève, mais est-ce qu'on perd espoir le soir quand on rentre? Face à l'ampleur. Ouais. On peut l'avoir, mais c'est pour ça que tous les 3 mois, je repars sur le terrain pour voir un peu la réalité, voir simplement les enfants ou les femmes, les hommes qu'on a pu aider. Rapidement, je vous fais une petite histoire. C'est en fin 99, j'étais en Indonésie, il y avait un conflit en Indonésie, et j'ai pu arranger que la femme de quelqu'un qui était enceinte, qui se trouvait dans une zone de conflit, puisse accoucher dans un hôpital. Et 2 mois après, le mari m'a arrêté sur la route que je ne connaissais pas. Il m'a donné une petite écharpe, toute simple. Le gars, il n'avait rien du tout. Il m'a donné cette écharpe. Et cette écharpe, je l'ai encore au pied de mon lit. Et ça me rappelle aussi pourquoi je fais ce boulot-là, quoi. Donc c'est simplement
Alors c'est peut-être très égoïste, hein, faire plaisir à quelqu'un, se faire plaisir aussi dans ce qu'on fait et se dire j'ai peut-être sauvé quelqu'un aujourd'hui. Alors, Sohail, si vous êtes là ce soir, c'est également pour parler bien de Médecins sans frontières et de l'action qui est entreprise par MSF dans le cadre de cette crise syrienne. Qu'en est-il? Parce que les derniers chiffres que l'on a, augmentation des demandes d'asile de 21,7% par rapport à l'année dernière, 2014. On parle de durcissement du côté, en tout cas, des États et de la Suisse. Quel est votre point de vue, vous qui êtes sur le terrain, justement, au cœur de la crise? Alors, tout d'abord, la crise, elle va au-delà de la Syrie. Hein. C'est l'Irak, c'est l'Afghanistan. On oublie aussi la Libye, hein, qui est peut-être le prochain point noir dans la région, hein, par rapport à la situation. Les situations aussi en Afrique, parce qu'on oublie aussi, on parle de migrants qui viennent en Europe essayer de trouver du travail, mais il faut dire aussi qu'ils fuient la misère, la mort, hein, parce qu'on voit ça aussi au quotidien. Donc voilà, donc nous... On est là comme témoin, on essaie d'assister autant que possible. C'est ce que je disais à Fred tout à l'heure, c'est que l'Europe, c'est pas traditionnellement notre domaine. C'est pas notre. On n'est pas là. On travaille pas en Europe. On est là pour traditionnellement des zones de conflit et on se retrouve un peu forcé à travailler ici parce que on voit la façon dont est gérée cette crise, elle est pour nous inhumaine. Mais est-ce que ce n'est pas justement la preuve que, le fait que vous deviez travailler en Europe, que c'est finalement de pire en pire? Simplement, c'est qu'on a encore plus besoin de vous, s'il faut le faire aussi ici? Mais on pense qu'on a les capacités d'accueillir ces gens-là. On parle de quoi? De 350 millions d'habitants en Europe. On parle de quoi? Je faisais un calcul rapide avant l'émission. Ce serait, si on avait justement une bonne volonté des États, on pourrait accueillir 24 000, si on répartissait, c'est à peu près 24 000 personnes par pays. Grosso merdo, pardon, excusez-moi. Mais rapidement, c'était un calcul. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc c'est simplement une bonne volonté. Après, il y a un débat politique qui fait qu'on va marginaliser, on va criminaliser cette migration ou cette fuite. Mais on a tout à fait les capacités en Europe. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est quand on essaie de travailler, que ce soit en Autriche, en Slovénie ou en Croatie, les gens sont assez surpris, les autorités locales sont assez surpris de nous voir en disant « mais c'est pas l'Afrique ici, qu'est-ce que vous venez faire ?» Et on dit « non, malgré tout, ces gens-là, ils sont là pendant 4-5 jours, ils n'ont rien. » Du coup, votre travail là-bas, c'est plus de la prévention, c'est-à-dire essayer de faire éviter le pire que de soigner des gens qui sont près de mourir? Tout ce qui est urgence vitale, elle est gérée. Donc il y a un système en place. Dans chaque pays où MSF travaille, les urgences vitales, elles sont gérées. C'est simplement les conditions de gestion de ce flux qui est pour moi pas acceptable. C'est tout. Et donc nous, notre valeur ajoutée, c'est aussi d'être là, c'est d'accompagner ces gens-là, c'est de tenir la main aux enfants. De manière psychologique aussi. C'est ça. Voilà. Mais il faut aussi, je ne sais pas si c'est... J'insiste à chaque fois que je fais une interview, ce qu'on oublie de parler, c'est aussi la solidarité des populations, parce qu'il y a un discours politique qui tente de faire peur avec cet afflux massif, etc. Mais j'étais assez vraiment surpris par la mobilisation des populations. En Hongrie, on parle de la Hongrie, fermeture, etc. On a des volontaires hongrois qui ne sont pas des MSF, qui sont là. On a des gens qui viennent distribuer de la nourriture. C'est simplement que l'Europe n'est pas capable aujourd'hui de trouver une solution à cette crise-là. Alors, Sohail, en Suisse, au troisième trimestre, on avait 12 339 demandes. Lorsque c'est mis en perspective avec les pays limitrophes, au Liban, enfin tous ces pays, c'est une mini goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Un pays comme le Liban, avec 3-4 millions d'habitants, ils sont aujourd'hui avec 1,2, 1,3 millions de réfugiés, la moitié de leur population. Imaginez en Suisse, ça se passe. Comment ils pourraient gérer? Alors que le Liban, ils sont confrontés à leurs problèmes, les risques de conflit et toute la problématique qu'on connaît. Et c'est ce qui est incroyable, c'est ce qu'on essaye justement de déplacer. Effectivement, on va renforcer l'assistance sur place, mais comment aussi cette solidarité entre les États, par rapport à une crise qui a été aussi générée par les pays occidentaux. Mais c'est presque triste de le dire, mais est-ce que c'est simplement parce que nous, on est peut-être moins habitués à ça que d'autres pays, à avoir des flux comme ça, en guillemets, massifs? Pour nous, ça l'est peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude. Est-ce qu'il faut se préparer à ce que ça soit de plus en plus, en fait, avec les années?
Est-ce que c'est le début pour nous, notre génération, comme ça, à devoir... Voilà, nous on dit que c'est énormément de gens, alors que ça n'est pas énormément face aux autres pays. Est-ce que c'est que le début, à votre avis ? La projection qui est faite par certaines organisations parle de 3 millions dans quelques années. Oui, c'est clair que c'est que le début et qu'il faut trouver une solution. Et que la solution, c'est pas juste s'enfermer, mettre un mur et s'enfermer en disant en attendant. Parce que ça va aussi ça va radicaliser les gens. On parle du conflit, mais ce que je disais tout à l'heure, sur l'Afrique aujourd'hui. Le Niger avec la crise de Boko Haram, avec... on ne parle pas de famine, mais avec la désertification, avec les changements de climat, avec... la pauvreté les gens, ils sont obligés de partir. Avant, ils pouvaient partir au Nigeria pour trouver de l'argent, parce que le Nigeria a été un peu le grenier à grains de la région du Sahel. Aujourd'hui, il y a le conflit, donc les gens ne vont plus. Donc la seule option qu'ils aient, c'est de partir maintenant vers l'Europe, ou en tout cas la Libye. La Libye, la même chose, c'était un des points d'accueil. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc forcément, les gens vont remonter et pour simplement vivre. Et je pense que si j'étais dans leur situation, que ce soit en Syrie ou que ce soit au Niger, je partirais parce qu'il faut que mes enfants, il faut que ma famille puisse survivre. L'action de MSF, c'est aussi accompagner sur cette route migratoire. Donc ce qu'on a beaucoup vu et lu ici, c'est traverser en mer. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors par rapport à l'opération qui s'appelle Search and Rescue, donc on a 3 bateaux. On avait 3 bateaux avec la période maintenant hivernale, ça va être réduit à 2 et à 1. On a récupéré 18 000 personnes qui ont été sauvées depuis mai 2015. Et ensuite, on a donc sur les pays d'accueil, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, au Liban et en Jordanie et en Turquie, on travaille dans les camps de réfugiés. Et ensuite, sur toute la route, et essentiellement sur les zones d'accueil en Grèce, où il y a où le gouvernement grec, il est complètement dépassé. Et on parlait de 300 000 personnes qui sont passées, et là, avec l'hiver, et le problème de fermeture progressive des frontières, même si ce n'est pas une fermeture effective, avec la réduction des flots, forcément, ça va bloquer quelque part. Et là, aujourd'hui, je pense que ça va être sur la Grèce. Plus d'hommes, de femmes, d'enfants, proportion ? Ça dépend des sites, mais on peut considérer 50-50 avec... sur l'Italie, plus d'hommes, sur les Balkans, moitié-moitié. Et comment on explique ça, cette différence ? C'est que en fonction de la provenance, on va dire les réfugiés migrants africains viennent seuls, parce qu'il y a la distance, et les réfugiés, on va dire, du Middle East et afghans, parce qu'il n'y a pas de solution, qu'on ne peut pas laisser la famille derrière, on est obligé de bouger avec, quoi. Et c'est ça qui est terrible, c'est que d'être obligé, tout seul, dans un bateau, pourquoi pas, mais je vais mettre mon gamin de 5 ans dans un bateau avec ma femme et mon autre gamin, dans un bateau qui n'est pas adapté, pas de gilet de sauvetage, il faut avoir une certaine dose, même pas de courage, c'est du désespoir. Je vous propose qu'on fasse une petite pause et qu'on écoute le coup de gueule de notre chroniqueur écrivain Quentin Mouron, qui lui est au pied de la lettre. Vous avez véritablement raison, chers tragédiens. Il se peut que le temps nous manque pour les apprécier à leur juste valeur. Chers tragédiens, l'état actuel du monde semble annoncer un retour de l'esprit tragique. Rumeurs de 3e guerre mondiale, de cataclysmes économiques, catastrophes naturelles, arrivée d'immigrés comparée outrageusement à l'entrée des Vandales dans Rome. Impression, en d'autres termes, que quelque chose de grave se trame en arrière-fond, que nous glissons d'un état d'ordre vers le désordre. En face, intellectuels, économistes, sociologues, décrypteurs divers tentent d'inverser la tendance. Ils se font optimistes, positifs, rationnels. Leurs prévisions, à court et moyen terme, sont rassurantes. Les lendemains immédiats chantent encore. Mais leur pantomime ne vous rassure pas. Au contraire, chers tragédiens, vous vous affolez. Les conjureurs politico-médiatiques et pseudo-scientifiques ne vous sont d'aucun secours. Leurs bonnes nouvelles ne vous semblent que vains soubresauts, rémission fragile. La projection au-delà des prévisions et perspectives rationnelles, l'impression nette d'une entropie mystérieuse, c'est cela que je nomme l'esprit tragique.
Si vous avez raison, chers tragédiens, nous verrons alors fleurir, surgir de nouveaux Shakespeare, de nouveaux Racine, de nouveaux Marlowe, de nouveaux Corneille. Si vous avez véritablement raison, chers tragédiens, il se peut que le temps nous manque pour les apprécier à leur juste valeur. Justement, est-ce que vous avez l'impression que les artistes s'engagent assez en ce moment pour ce qui se passe dans le monde, à votre avis? Par rapport à la crise des réfugiés ou Totalement, globalement? Il a parlé de Troisième Guerre mondiale, ça a été évoqué aussi dans la presse de manière un tout petit peu sensationnelle, mais ça bouge beaucoup, ça bouge mal et tout le monde est un peu angoissé. Est-ce qu'on a l'impression que les artistes sont suffisamment dans le cœur du monde? En tout cas, personnellement, je vois pas d'engagement fort, à part certains ici et là dans quelques médias, mais quand on voit la situation, que ce soit sur Haïti ou avant en Éthiopie, où il y a eu des vraies prises de position aussi politiques, là, on a l'impression que chacun se regarde et on a du mal à avoir un discours. Et je parlais des politiques, mais aussi un peu de la société civile, fort parce qu'on ne sait pas vraiment comment se positionner par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment de solution. Et c'est peut-être pour ça. Alors je sais, encore une fois, je n'ai pas vu une mobilisation des artistes importante. Peut-être que je me trompe et peut-être que c'est fait localement. Mais encore une fois, localement, dans les villes où on travaille, on voit cette mobilisation des gens. Donc je pense que... Plutôt du citoyen du que citoyen du people ou du... Et ça, je pense que c'est ça qui va faire changer les choses. C'est cette indignation qui va faire bouger les lignes. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter cette situation. On ne peut pas accepter la situation qui se passe aujourd'hui à Calais avec la jungle. Et c'est ce qui risque de se passer si on continue à bloquer les gens. Alors ce qui se passe dans le monde, c'est évidemment au premier plan, c'est les médias aussi qui en parlent énormément. Je vous propose qu'on retrouve en duplex le matin, juste après le jingle. Alors, nous allons vous parler d'un sujet très très intéressant, c'est la réouverture du donjon de Mairie. Est-ce que ça vous dit quelque chose, si je vous dis ça? À Fred, oui, je pense. Moi, non. Oui, vaguement. Et vous, Soël, non? Alors, le donjon de Mairie, c'est évidemment un lieu où on se passe des choses un petit peu particulières, donc... BDSM, ça vous dit quelque chose? Je vous repose la question. Oui, évidemment. Racontez-nous. Alors, bondage, soumission, sadomasochisme. Alors, c'est un endroit où les gens qui ont envie de se prendre un petit peu de plaisir différent se rendent. Ce lieu avait été fermé pendant plusieurs années et il rouvre. Et puis, une de nos journalistes est allée le visiter. Alors, je vous dis tout de suite, elle ne l'a pas pratiqué, mais elle est allée visiter l'endroit avec le propriétaire des lieux. Et vous aimeriez y aller, Thierry? Alors écoutez, moi, tout à fait honnêtement, je ne vais pas vous parler de mes pratiques intimes ce soir, mais je ne suis pas très attiré par ce genre de choses, honnêtement. Mais en gros, est-ce que c'est quelque chose qui va reprendre, disons, est-ce que ça marche surtout? Alors oui, l'endroit avait été fermé pendant 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement combien de temps, mais il a été entièrement rénové, retapé, si j'ose dire, et il rouvre justement maintenant. Très bien, nous on va essayer de se retaper sans le donjon, mais on va se faire fouetter peut-être après l'émission. Merci Thierry. Merci à vous, bonne soirée à tous. Et je sais que vous êtes à chaque fois en manque de bénévoles et nous on a un stagiaire qui cherche du travail un peu n'importe comment. S'il vous plaît, prenez-le avec vous la prochaine fois, c'est Toufik Toufel. Excusez-moi, est-ce que je pourrais juste vous encaisser s'il vous plaît, c'est la fin de mon service. Merci beaucoup. Je voudrais savoir si vous recrutez du personnel. Parce que comme je suis un grand fan de la lingerie, même moi j'en ai quelques fois la nuit ou chez moi. C'est vrai que j'aime beaucoup le toucher de la soie sur ma peau, puis le string de la ficelle qui me rentre dans le cul. Excusez-moi, c'est une question, je voudrais savoir si vous recrutez ici ou pas. Demande-lui pour le salaire. Effectivement, et pour le salaire, ça se passe comment si vous ne savez pas si c'est bien payé ou...
personne. Vous avez vu, ça ressemble à un oiseau. Mais vous devriez plutôt vous renseigner envers ma responsable. Elle te ment. Salut. Excuse-moi, je suis complètement à la bourre, hein. J'ai raté mon train ce matin. Faut que je me dépêche. Je me suis trompé de train, je suis arrivé en retard aujourd'hui, je suis vraiment désolé hein, d'être arrivé en retard. De fixe, ici ils prennent que les étudiants et tout ça. Que des étudiants et tout ça. Je peux pas vous dire. Il faut voir, il faut essayer de les faire. Pour voir. Bon, seul un petit peu de divertissement, un petit peu de divertissement avant d'en revenir. Non, on parle donc de l'action de MSF. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Parce que vous êtes sur le terrain. Alors, il y a des choses qui sont assez simples. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux citoyens lambda. Donc, et c'est ce qui se passe en général dans les différents points d'entrée qu'on voit. Donc, c'est déjà s'engager, c'est aller vers les associations, parce qu'il y a beaucoup d'associations aussi locales qui se mettent, qui travaillent et qui donc pouvoir donner aussi son temps. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros déficit, et notamment pendant les week-ends de personnel. Donc les gens qui sont, on va dire, les salariés prennent des congés, donc on a besoin de staff pour venir, donc notamment du staff médical. On peut aussi donner du matériel, hein, c'est-à-dire des couvertures. Donc tout ça, on peut passer par MSF. Pas forcément par MSF, mais comme je dis, il y a beaucoup d'organisations localement. La Croix-Rouge aussi fait beaucoup de choses. Donc nous, on préfère que tout soit centralisé par les Croix-Rouges nationales ou les ONG locales de volontaires qui, eux, vont distribuer. Après, il faut faire attention, parce qu'on a vu ça en Slovénie, les gens étaient assez choqués de voir ces gens passer. Comme je vous ai dit, les gens, ils sont pressés, ils veulent rapidement monter en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, parce qu'ils ont peur que les frontières se bloquent. Il faut imaginer, ces gens-là, pendant 10 jours, ils sont pas lavés, pas changés. Donc ce qu'ils font, parce que le flot continue, ils prennent leurs affaires, ils les mettent par terre, ils se remettent. Même la nourriture, quand il fait moins 5, moins 10 degrés, c'était peut-être pas le cas il y a 15 jours, il faisait 0 degré, mais la nourriture sèche, par exemple, le pain, c'était pas du tout adapté. Donc c'était une soupe, ils préféraient avoir une soupe chaude. Donc les gens étaient assez choqués parce que ils jetaient ça pour avancer. Donc c'est simplement, voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas non plus arriver, il faut laisser les gens dont c'est leur boulot de faire ça, et d'organiser et de venir en soutien. Et donc nous, on appuie ces gens, donc là on appuie les Croix-Rouges, on appuie ces réseaux de volontaires pour essayer de structurer l'aide. Très rapidement, parce qu'on est en retard, mais moi ça m'intéresse, est-ce que le terrain, vous y retournez régulièrement, mais est-ce que ça vous manque d'y être vraiment jour le jour? Est-ce que ça vous manque? Si ma femme était OK, je repartirais demain avec mes enfants. C'est toujours la faute de la femme, tu vois, c'est ce que je te disais. Mais alors, vous avez 30 secondes, on va vous laisser. Vous avez 30 secondes pour terminer avec un message face caméra. La caméra, elle est là. Madame Reich, vous lui... Donc s'il te plaît, chérie, laisse-moi partir. Alors vous avez 30 secondes. On va vous laisser 30 secondes. On vous laisse peser les mots. Merci beaucoup, Saïd. Merci à vous. À bientôt. 30 secondes, c'est très long, mais en même temps, c'est très très court. Voilà, ce qui était important pour moi aujourd'hui, c'était de pouvoir finalement décrire un peu ce qu'on vit sur nos terrains, ce que nos équipes voient au quotidien. La misère de ces populations, la façon indigne dont ces gens sont traités. Donc c'est ce qui fait mon motivation, la motivation de nos équipes. Et on va continuer à se battre et on va continuer à pousser, à témoigner, à venir dans ces émissions. Et voilà. Merci à vous.